Le Podcaps, épisode spécial film d'animation, c'est parti. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Podcaps. Je suis Rémi et je suis et serai toujours en compagnie de Pierrick. Comment ça va mon cher Pierrick ? Alors, écoute, ça va pas super parce que je vois que je ne te suffis plus en ce moment. On n'est pas tout seul aujourd'hui. Et non, on n'est pas tout seul, nous recevons des invités. Tu me permets de les présenter comme ça ? Je te permets. Chers auditeurs, chères auditrices, aujourd'hui nous recevons deux super-héros du cinéma d'animation tels Batman et Robin protégeant Gotham City. Nos invités, eux, protègent l'imagination et la créativité. Armés de crayons, feutres et pinceaux, ils sont archi stylés. Stylés comme l'outil qu'ils manipulent pour donner vie à leurs dessins sur tablette. De Rick et Morty à The Witcher, ils vous ont fait rire et rêver. Ils sont les invités d'honneur du festival Animazur de Cannes où ils viennent animer une masterclass et on est ravis de les avoir avec nous. Bienvenue à Axel Massart et Javier Navarro Aviles. Salut les gars. Salut, merci beaucoup pour cette incroyable introduction, Rémi. Des jeux de mots de qualité. C'est un peu la spécialité de la maison, ça. Ouais, j'ai eu le meilleur prof qui s'appelle Pierrick. Mais je t'en prie. Vous le verrez tout au long de l'épisode, il rebondit très très bien sur les jeux de mots. Incroyable. Merci beaucoup de nous avoir invités, en tout cas, c'est hyper sympathique. Merci beaucoup. Vous rigolez, merci à vous d'avoir accepté. Oui. Parce que pour nous, vous êtes déjà des superstars de l'animation, je sais pas si vous vous en rendez compte. C'est la vie qu'on mène, c'est comme ça. Est-ce que vous pouvez vous présenter de façon un peu plus personnelle, nous dire qui vous êtes et concrètement quel est votre parcours et comment vous vous êtes retrouvé à Animazur cette année, Axel ? Bien sûr. Donc je me présente, Axel Massart, je suis réalisateur, animateur, character designer, beaucoup de choses. Donc oui, pour faire ça dans les grosses lignes, j'ai étudié aux Beaux-Arts, puis découvert l'animation en arrivant à l'école Émile Cohl à Lyon. Après ça, s'en est suivi une entrée en studio aux alentours des années Covid, quoi. Et après, j'ai eu la chance de pouvoir enchaîner avec d'assez grosses productions comme The Witcher, Kisazimoto pour Disney. Il y a eu Twilight of the God, le projet d'animation de Snyder qui est sur Netflix. Il y a eu quoi ? Il y a eu pas mal de choses. Il s'est déjà plu. Il y en a tellement, il s'est déjà plu. Je suis devenu cette personne. Ah non. Et là, plus récemment, j'ai eu la chance de pouvoir participer au long métrage d'Avatar le dernier maître de l'air, qui sortira en 2026. Incroyable. Ça va être trop bien. C'est fou. On est trop content de vous avoir. Et toi, Javier ? Bonjour, moi je m'appelle Javier et je viens d'Espagne. Et je travaille aussi dans le monde de l'animation, plus concrètement dans le domaine du background, de la création des décors. J'ai pu collaborer dans plusieurs productions connues comme Rick et Morty ou Luffy Girl en France. Oui, et aussi plusieurs productions pour Warner, Apple TV et aussi maintenant un petit court-métrage qu'on a réalisé ensemble, Axel et moi, qui est sorti sur YouTube, qui a marché très très bien. On parlera aussi justement, on est venu pour ce festival pour parler de ça et partager notre processus de création. Et donc on est très content d'être ici dans ce festival pour pouvoir parler autour de l'animation et du cinéma. C'est trop bien. Est-ce que vous l'avez déjà fait ça, d'animer une masterclass dans un festival de cinéma ou c'est la première fois ? C'est une grande première. J'ai été professeur de manière assez rapide à l'école Bellecour à Lyon. Donc okay. J'ai pu animer des workshops sur quelques semaines de long, donner des cours, etc. Mais c'est vrai qu'une masterclass entière, non, ça, c'est une première. Trop bien. Écoutez, nous en tout cas, on sera là pour couvrir cette masterclass. On va vous filmer pendant cet événement et on est hyper curieux et surtout on est vachement avec vous pour vous soutenir pour cette première, quoi. Merci beaucoup. Pierrick, il me semble que tu avais 2-3 petites questions pour nous inviter. Bien sûr. Donc j'en ai une pour chacun, puis une pour les deux. Je vais commencer par Axel. J'ai vu que tu avais le projet, enfin du coup tous les deux quand même, le projet Jet Set Radio Heroes. Et j'ai vu également que tu as dit que c'était un jeu de ton enfance. Et je voulais savoir pourquoi tu as voulu te lancer là-dedans et pas sur un autre jeu, parce que quand même il y en a pas mal. Est-ce que c'est plutôt le côté déjà animé qui te plaisait et puis le côté d'animation, ou il y a vraiment autre chose, c'est vraiment dans la nostalgie ? 2000% nostalgie. Non, en vrai, si j'avais la possibilité de me démultiplier, je ferais plusieurs projets en rapport avec tous les jeux vidéo qui m'ont suivi depuis que je suis petit. Ce que j'ai essayé de faire, soyons très honnêtes. Là, je pense que je suis arrivé à un stade où j'ai envie de faire quelque chose qui me plaît de manière très viscérale, sans trop me poser de questions. Et Jet Set Radio, il y a un peu ce truc visuel qui marchait déjà très bien dans le jeu. Et je pensais avoir les capacités actuellement à pouvoir
partager la vibe du jeu à travers l'animation. Enfin, il y a un peu tout ce truc autour de la musique, du visuel, un truc très acidulé, très rythmé que je voulais essayer de retranscrire en animation. Et je me suis dit, j'ai un peu de temps, j'ai pas trop de travail en ce moment, donc pourquoi ne pas essayer ça? Et c'est ce qu'on a fait, mais oui, non, c'était vraiment une envie très bête. J'ai fait un petit croquis une fois et je me suis dit, ça pourrait être sympa, et on a lancé ça sans se poser plus de questions, pour être très honnête. Ok, et donc là, l'objectif, c'est d'en faire une vraie série animée, c'est ça, inspirée de l'univers du jeu vidéo? Ouais, c'est exactement ça. Donc à la base, on a fait un petit court-métrage, donc d'une 30aine de secondes animées, qui nous sert de pilote, entre guillemets. Et à côté de ça, du coup, j'ai essayé de créer une sorte de petit dossier, donc avec tous les documents nécessaires, donc des planches de personnages, des planches de décors faites par Ravi, donc qui pose un peu l'univers. Grosso modo, une fois qu'on a un peu de personnages, un peu de décors, c'est assez facile de vendre un projet, parce qu'on a des visuels qui sont plutôt parlants, et s'il y a assez de matériel, on arrive à se projeter, même si on n'est pas forcément dessinateur ou autre. Et avec ça, du coup, je m'en suis servi pour le mettre en ligne, le partager avec les gens, voir un peu le retour qu'ils pouvaient avoir, et essayer de faire, entre très grosses guillemets, pression sur l'éditeur de jeu pour leur montrer, il y a des gens qui seraient grave chauds pour regarder ça. Là, on est à un stade où on croise les doigts, hein. En soi, c'est assez rigolo de parler de ça avec les gens en ligne. Et tu m'étonnes. Et du coup, là, tu cherches une prod, ou t'espères que le studio du jeu, à un moment donné, se décide à soutenir le projet, ou tu cherches une prod ailleurs, peut-être avec des gens avec qui t'as déjà bossé? Là, j'aimerais bien pouvoir faire une seconde partie, ça serait assez sympa. Travailler avec l'éditeur, ça reste encore assez irréaliste pour le moment, pour être très honnête, donc ça serait cool, évidemment. Ouais. Mais là, je cherche juste un peu à m'amuser. En fait. Okay. C'est vrai que quand on travaille tout le temps sur des productions pour d'autres personnes, on y met du nôtre, hein, c'est du temps, etc. Et c'est pour ça qu'on a notre salaire pour payer nos petits loyers, etc. Mais c'est vrai qu'à côté, quand on essaye d'être un peu créatif et de faire nos trucs à nous, c'est tout de suite une autre sorte d'énergie en fait qu'on peut avoir et qu'on peut poser sur ce genre de projet. Donc c'est plus une sorte d'exutoire, je dirais. Ok. Oui, justement, c'est très très important d'avoir des projets perso à côté dans notre travail. C'est un travail ma passion, mais c'est vrai que souvent, quand on dessine pour une production, c'est pas forcément notre propre truc. On a envie des fois de produire un truc à nous et aussi avoir un projet complet qu'on puisse montrer, justement pour dire ça c'est moi sur mon portfolio, vous voyez. Et je pense que ça c'est très bien, et justement ça permet après de nous ouvrir des portes pour travailler dans des productions qui nous correspondent mieux, qui ont un style qui colle plus à notre patte, quoi. Oui, parce que c'est souvent des commandes, j'imagine, et des trucs où on n'est pas si libre que ça. Donc à côté, évidemment, on a envie de se donner à fond dans nos projets passion. C'est un peu, c'est pareil dans notre côté, hein, de toute façon. Mais bravo du coup pour la vidéo, parce que j'ai regardé et je connaissais pas Jet Set Radio. Ma copine est fan absolue de Jet Set Radio, le jeu vidéo, et on en parlait peut-être une semaine avant que je découvre justement via votre vidéo, et ça m'a donné envie d'y jouer et donné envie d'en voir un film ou une série. Donc vraiment bravo. Non, ça vient du fond du cœur. S'il y a plus de personnes qui y jouent, on pourra enfin avoir le 3. Vous avez compris le message. Ouais. Jouez à Jet Set Radio pour ça a l'air le projet d'Axel Ravia. Mais oui, très bon jeu. Mais c'est vrai que oui, ça s'applique pas seulement au dessin, etc. Je pense que toute personne a envie de faire des choses. Et c'est vrai que quand on a l'occasion de les faire, les capacités de les faire, le temps de les faire. Là, en l'occurrence, on n'était que 2, mais s'il avait fallu investir de l'argent dedans, etc., si on a ces ressources-là et qu'on peut les faire, c'est vrai que c'est cool quand on peut. Mais bien sûr. Nous, on est un peu créatif aussi avec l'asso. Genre, quand on fait des courts-métrages, il y a une différence quand on doit respecter un cahier des charges, par exemple pour un festoche qui nous impose des choses, ou quand on est totalement libre et qu'on s'éclate. Et forcément, on s'éclate toujours plus quand on est totalement libre et qu'on fait des productions ou des réals qui nous plaisent plus, quoi. Qui nous ressemblent plus, surtout. Après, Rémi, si t'étais généreux, tu vendrais ta maison que tu viens d'acheter et tu financerais un peu le projet, tu vois. Ça peut se faire. Hein. Alors, je vais en parler à ma femme, je suis pas sûr mais ça peut se faire. Bon, écoute, si vous cherchez un mécène, les gars, je suis là. Dans la maison. Mais oui, mais nous, c'est vrai que la contrainte aussi, c'est que l'animation prend énormément du temps. Oui. Et vraiment, les 30 secondes nous a pris 2 mois à peu près, la réalisation. Donc, Ouais, en sachant que j'ai essayé d'être le plus économique possible. Donc si on regarde très bien, maintenant les gens vont faire ça, c'est horrible. Il n'y a pas tant d'animation. En vrai, il y a un plan qui est très animé, qui a été très généreux en termes de dessin. Donc je pense qu'il y avait une 30aine de poses sur ce plan-là, le plan au ralenti.
ralenti. Tout le reste, en réalité, ne bouge quasiment pas. Il faut être très économique pour pouvoir obligé, transmettre le plus possible avec le moins. Mais après, excuse-moi, je t'écoute. Mais je t'excuse. Mais après, l'idée, c'est de séduire et d'avoir du coup une équipe qui vienne se rajouter, plusieurs personnes qui viennent vous prêter la main pour justement venir alimenter le côté et soulager la charge de travail, j'imagine. Complètement, oui. C'est vrai qu'avec une équipe, c'est mieux. Bah oui. Plus il y a de gens, plus c'est cool. Après, plus il y a de gens, plus ça veut dire réussir à transmettre une idée, à transmettre une qualité graphique, etc. Et c'est vrai que c'est aussi un autre travail qui est plus compliqué. Javier, je voulais te demander, parce que du coup, tu viens d'Espagne de base. Ouais. Et je voulais savoir ce qui t'a motivé à venir en France pour étudier l'animation, justement. Pourquoi la France? Il y a 2 raisons principales. La première, c'est que dans ma ville, il y avait une formation à Bachivac qui s'appelle, qui permet d'avoir un double diplôme du bac en espagnol et en français. Et donc, pour profiter de cette formation, je suis parti en France pour faire mes études. Et la deuxième, c'est que les études d'animation et d'art en général en France sont beaucoup plus réputées et mieux connotées qu'en Espagne. Ok. La France est un pays très fort en termes d'animation et de production en animation, donc c'est vraiment le meilleur endroit où je pouvais aller pour faire ma formation. Ok. Et du coup, je suis entré à l'école pour étudier l'animation. Et voilà, après, c'est vrai que tous les travaux que j'ai pu obtenir après, ça a été ou bien en France ou bien en Irlande aussi, mais c'est vrai qu'en Espagne, le monde de l'animation, c'est plus compliqué d'y entrer. Ouais. Et c'est assez niche et des très petits studios, donc... Mais pas ça du vient tout. avec les années, ça vient, heureusement. Oui, et puis je pense que l'animation, même à l'international, ça prend de plus en plus d'ampleur. Ouais, je pense qu'il y a sûrement plus de pays qui s'ouvrent justement à ce monde-là, quoi. Oui, mais j'ai parlé aussi surtout en termes de formation. C'est vrai que là, à l'époque, en 2014, quand je suis parti, il y avait pas grand-chose. Et surtout dans la région où je suis, c'était obligé que je devais partir. Donc. Mais justement, moi, je voulais qu'on l'aborde dans l'épisode, mais je sais pas ce que vous en pensez parce que vous êtes vraiment dans le milieu, mais je trouve qu'on vit malgré tout une belle époque pour le cinéma d'animation. J'ai l'impression qu'on en voit de plus en plus au cinéma. Il y a du côté de l'animation japonaise, là, à chaque fois qu'ils sortent un film, là, il y a Demon Slayer, ça a encore pété tous les records. Et j'ai l'impression que ça met un peu la lumière sur le monde du cinéma d'animation et que finalement, on dit que le cinéma, il est un peu en crise, surtout du côté live action, mais du côté animation. J'ai l'impression qu'on est une belle époque. Vous en pensez quoi, vous? Alors, en réalité, on est un peu également en crise. Okay. Non, après, c'est vrai que c'est très disparate. Malheureusement, c'est pas égal pour tout le monde. Les gens qui étaient déjà dans l'animation depuis quelques années, en gros, ça va. En fait, les gens qui sont déjà installés, c'est ça, sont des gens qui vont être rappelés, etc. Donc, ils vont pouvoir continuer à produire comme ça. Ensuite, on a le côté animation japonaise où eux, en termes de production, ils en ont. Je pense qu'ils sont à genre 300 productions par an, un truc comme ça. Ouais, c'est énorme. Mais les animateurs ne sont pas payés. Ouais, putain. Non, ça c'est terrible. J'ai eu assez de chance de travailler chez MAPPA sur le projet Lazarus et la saison 2 de Doro et Doro, qui visiblement sortira en 2026. J'ai vu ça hier. Expérience au top. En tant que freelance, super bien traité. Mais c'est vrai qu'en termes de paye, en fait, c'est très compliqué. J'ai des amis à moi qui travaillent qu'au Japon et qui doivent faire des choses horribles. Enfin, c'est dormir au studio, enchaîner plusieurs productions en même temps, etc. Donc c'est assez compliqué, quoi. Mais malheureusement, je crois qu'il y a un peu ça dans la culture Jap. Même on voit chez les mangaka, tu prends. Il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de. Ouais, ils tombent tous malades. C'est ça, ils ont tous. T'as toujours cette légende du mangaka qui a consacré toute sa vie à son œuvre, comme Berserk par exemple, où il était enfermé, il travaillait 70 heures par jour sur son. Enfin voilà, du coup, j'ai l'impression que au Japon, il y a vachement ça dans la culture japonaise. Et je sais pas si c'est que. Enfin, je m'y connais clairement pas assez pour pouvoir en parler, pour être très transparent. Mais je pense que c'est un truc de créa un petit peu. Ouais. De charrette. Ouais, voilà, de toujours tryhard, charrette. Tout le temps, toujours plus, etc. C'est un peu le truc obsessionnel. Ouais. Ah, moi, c'est complètement ça. Je fonctionne comme ça. Mais je rejoins ce que tu dis parce que moi, j'ai fait une formation d'art appliqué en archi d'intérieur à la base. Il y avait vachement cette culture aussi de la charrette. Ouais. Il faut être dans le rush, il faut tout le temps, faut travailler jusqu'à 2h du mat, il faut. En archi, en plus, apparemment, c'est vraiment ce qui est attendu. Oui, c'est culturel. C'est ce que je voulais faire à la base. Et moi, on m'avait prévenu que c'était en mode oui, tu vas faire des nuits blanches et t'auras peut-être pas la moyenne. Bon. Ouais.
ça va pas du rêve. Oui, mais c'est vrai que dans le monde de l'animation, les deadlines sont souvent très très serrés et du coup il faut rusher, surtout la partie des animateurs. C'est vrai que moi, je travaille en décor et c'est beaucoup plus léger. En termes de deadline, c'est plus possible, entre guillemets. Mais c'est vrai que les animateurs, des fois, c'est... Non, l'animation pure et dure. En fait, ça qui est drôle, c'est que le milieu de l'animation, en gros, on a besoin de tout le monde. C'est pour ça que je suis pas très fan d'appeler ça, entre guillemets, juste animation, parce que sans décor, il y a personne, sans il y a personne, etc., etc. Donc c'est un peu compliqué. Le décor est une très bonne place en animation, c'est vrai. J'ai eu la chance d'être formé aussi en décor un petit peu, et c'est vrai que c'est un taf qui est sympa, parce qu'il y a le côté où on dessine, c'est un peu technique, c'est un peu artistique, mais c'est un rythme qui est ok. Alors que l'animation, il y a un truc où je pense que les gens ils mettent beaucoup plus d'affect. Ouais. Et du coup, c'est un peu complexe de tenir ça. C'est vrai que c'est assez compliqué. Pour répondre à la question initiale, après, mis à part le côté technique pour les gens qui y travaillent, c'est vrai qu'on a de la chance de voir de l'animation qui n'est plus destinée qu'aux enfants. Donc, en dehors du Japon, d'avoir de l'anime adulte, et la France y est pour beaucoup en réalité. Ouais. D'avoir de l'anime adulte qui est pas juste comique. Donc, pour nos amis américains, du coup, qui produisent beaucoup de ça avec du South Park, des Simpsons, etc. Très quali quand même. Hein. Ouais, moi, j'ai grandi avec ça, hein, les gars. Ouais. Moi, je suis très client de ça. À côté, c'est vrai que l'animation est un peu plus vu comme un médium à part entière en gros, et une forme de cinéma. Donc on peut avoir des Mars Express ou Arco comme on en parlait plus tôt, quoi. J'allais en parler, ouais, Mars qui Express. Nous permettent en gros d'avoir une vue que le live action pourrait nous proposer, mais que l'animation rend plus tangible avec une unicité visuelle, je trouve. Donc moi c'est un truc que j'aime bien. C'est un peu ce truc où l'animation n'est plus réservée aux nerds ou aux enfants, où on te regarde un peu en mode tu fais de l'animation. Ouais. Ah. Moi j'ai souffert un peu de ça dans mon parcours, parce que moi je dessine depuis que je suis gamin, et j'aurais rêvé de devenir animateur, mais moi dans ma famille ils m'ont dit non, mais c'est pas un métier en fait. Oui, tu dessines, tu deviendras architecte, et au final je suis pas du tout plus dans l'architecture, quoi. Non, c'est vrai que j'avais une partie de ma famille pareil qui m'avait c'était en mode mais t'es fort en maths et tu dessines. Mais deviens ingénieur en fait. Et c'est cool, j'y ai pas moi ça me semblait logique jusqu'à genre mes 16 ans, un truc comme ça en fait. Mais ça arrivait vers 16-17 ans, j'ai commencé à avoir des premiers retours assez cool professionnel en gros, et j'ai eu de la chance d'être soutenu. Du coup maintenant tu mets un gros chai. Non, même pas, parce que c'est vrai que de l'autre côté j'avais ma mère j'avais de la chance, elle m'a jamais ça c'est cool, elle m'a toujours backé en fait. On n'était pas pété de thunes ou quoi, mais elle était en mode ok, je vois que tu dessines, etc. Tiens, on va essayer de t'acheter une tablette graphique, voir un peu ce que ça donne, craquer Photoshop, voir ce que ça donne, etc. C'est vrai que derrière elle m'a beaucoup backé par rapport à ça. C'est vrai que j'ai jamais été ostracisé sur l'idée de je veux faire du dessin plus tard, et elle était un peu en mode banco, allez. Oui, ça c'est extrêmement important, avoir le backup des parents en vrai, ce genre de métier, parce que je pense ma daronne elle m'aurait soutenu, parce que ma daronne est fan de Disney, tu vois, elle a vraiment grandi, elle est des années 70-80, tu vois, donc elle a vraiment grandi avec l'âge d'or de Disney, etc. Mais je pense que tu vois, il y avait plus du côté du daron, de la grand-mère, tu sais, le reste de la famille. Je pense que ma daronne et moi on s'est un peu laissé pareil. guider comme ça. Nous c'est l'inverse, du coup c'est plus du côté de ma mère, c'était vraiment en mode mais laissez-le, il dessine depuis qu'il est petit. C'est trop bien, c'est trop bien. Toi aussi, Javier, t'as eu du soutien de la famille ou? Oui, tout à fait. Ils ont toujours vu que j'avais beaucoup dessiné. Et dans tous les cas, ils m'ont permis de faire des études d'art dans un premier moment, et après, je voulais continuer en animation. Mais dans tous les cas, oui, ils ont été là tout le temps pour les trucs que je voulais faire, quoi. Donc c'était trop bien. Je trouve que c'est très important. Que ce soit un message pour les parents. Soutenez vos enfants. Pardon, c'est ce que t'allais dire. Ouais, on co-anime pas pour rien. Non, mais parce que moi, j'ai toujours, depuis que j'ai 3 ans, je crois, je veux faire du cinéma, même si je savais pas ce que c'était. Les gens connaissent l'histoire, mais on me mettait des cassettes de Jackie Chan et je disais ça, je veux être ça. Kali. Et tu voulais mettre des high kicks. Ouais, exactement. Faire des cascades et tout. Et à l'école, j'étais pas très bon à partir du collège, lycée. Et en fait, je bassinais tout le monde à l'école avec faut que tu regardes ce film. Je sortais pas, je restais chez moi à regarder des films. On m'invitait aux soirées, je disais non, je regarde des films. Et justement, c'est ça qui m'a permis de passer toujours à l'année supérieure, parce qu'il y a plein d'années où je devais redoubler, pas parce que j'étais chiant à l'école, mais parce que ça m'intéressait pas et j'avais des mauvaises notes. Mais et il y a plein de profs qui disaient mais laissez-le, il a un projet, il veut faire du cinéma, il va faire une école de cinéma et tout. Et c'est ça qui m'a sauvé entre guillemets de l'école, et de pas redoubler 5 fois ou des choses comme ça. Il y a probablement la prof de physique et chimie. Il est très fort en optique, laissez-le tranquille. Javier, il était là en fait. Mais souvent, c'est vrai ce que tu dis, souvent les profs de chimie, ils ont ce truc de, comme ils ont une matière un peu
peu extraterrestre pour les souvent ils soutiennent les élèves un peu ma différents. prof de physique et chimie était là à chaque expo et tout, elle m'a acheté des tableaux et tout. Trop bien. Moi c'est pareil, j'ai pu passer en terminale grâce à ma prof de physique chimie. Incroyable. Le mien, il m'a fait. Je vois que tu fais beaucoup d'efforts, Axel. Non, mais c'est plus tard que j'ai eu un prof. En fait, j'ai fait les beaux-arts avant d'entrer à Émile Cole parce que je pensais que c'était là que j'allais réussir à tout apprendre, etc. Bref, quand j'ai passé l'entretien pour entrer aux beaux-arts, le prof qui m'a reçu, c'est un prof que j'ai eu 2 fois dans mon parcours après. Il a regardé ce que j'avais ramené, il m'a fait mais t'as pas ta place ici du tout. Non. non, mais dans le sens où il m'a dit toi tu devrais aller dans une école de jeux vidéo, d'animation, une connerie dans le genre quoi. Et du coup je l'ai eu en prof principal en première année et en 3e année de licence. Et du coup au final c'est un prof qui m'a beaucoup suivi, qui m'a aidé en gros à m'en sortir pour juste en mode continuer à travailler sur le côté, pour réussir à l'école tu fais ça et ça passe. Et ça s'est super bien passé. Donc oui en vrai être bien encadré, bien entouré, bien soutenu c'est aussi hyper important. Mais du coup je finis juste l'amorce que tu avais fait, je termine le message parce que je sais qu'on a un public d'auditeurs qui a entre 30 et 40 ans et je sais qu'on a des jeunes parents qui peuvent écouter ce podcast. Soutenez vos gosses parce que là on a vraiment 2 exemples avec nous de personnes qui ont été soutenues et aujourd'hui vous arrivez vraiment à bosser dans des grosses prods. Et est-ce que vous imaginez quand vous avez commencé votre parcours de formation qu'un jour vous bosserez sur Rick et Morty, sur The Witcher, avec Netflix, avec HBO, avec Adult Swim, tout ça? Est-ce qu'aujourd'hui vous vous rendez compte que l'objectif il y est quoi? Moi personnellement j'avais pas un objectif clair. Je savais que je voulais travailler dans le monde audiovisuel en créant plutôt dans le concept, dans la création, mais pas quelque chose de très spécifique. D'ailleurs je connaissais même pas que ça existait le travail de décor. C'est quelque chose que j'ai découvert dans ma formation à Émile Cole. Donc des fois c'est juste aussi suivre un peu tes envies au fur et à mesure de tes études parce que aussi c'est les études en art c'est des études très larges. Au début on sait peut-être pas trop où est-ce qu'on veut aller, comme mon cas. Mais je pense que j'ai vraiment trouvé ma place dans l'industrie de l'animation et c'est un domaine dans lequel je peux m'épanouir très bien. Donc je suis très content. Trop bien. T'avais une dernière question? J'ai une dernière question parce que moi j'aime bien les backstories et trucs d'origine. Comment il est né votre duo en fait? Est-ce qu'il est Naruto Story? Exactement. Et est-ce qu'il y avait un objectif dès le départ au niveau travail ou c'était juste 2 potes comme ça? En gros on vit, on est ensemble de base, donc c'est plutôt pratique. Mais ce qu'on s'était dit en gros c'était de faire des petits courts-métrages sur le côté pour pouvoir avancer des trucs qu'on voulait expérimenter, que ça soit des décors spécifiques, des types d'animations spécifiques. Et on s'était donné le rôle de réal au tour par tour et de faire des petits courts-métrages avec des règles très spécifiques. Je sais plus, c'était genre 6 shots. Oui, faire 6 shots maximum parce que le temps de pas en avoir marre d'un projet en fait. Parce qu'il y a vraiment le truc où on a tendance à commencer des choses et à ne jamais les finir. Pour moi, ma limite personnelle, c'est 6 shots. Genre, à partir de là, c'est vrai que j'ai tendance à laisser tomber parce que avancer un projet en dehors du travail, c'est compliqué. Donc il faut que ce soit concis, il faut se donner des limites, surtout dans l'animation, parce que sinon personnellement, je tiens pas. Donc et moi, à l'inverse, j'ai tendance à faire des trucs trop ambitieux, trop vite. Genre, par exemple, pour la petite histoire, quand j'ai commencé l'animation, à la base, je voulais travailler en jeu vidéo. J'avais commencé à travailler en jeu vidéo. Enfin, je suis rentré à 18 ans, j'avais déjà un costume design qui était dans un AAA et tout, donc c'était cool. Okay. C'était lequel? Dead or Alive 5. Incroyable. Ok, stylé. Le baston? Ouais. Incroyable. Très fan. Si on parle là-dessus, le podcast ne s'arrêtera absolument pas. Alors, c'est pas un podcast jeu vidéo. On vous renvoie vers Fin du Game, je sais pas si vous connaissez. Ah oui, c'est vrai. Ça part. Mais donc du coup, j'avais déjà ça, donc je m'étais destiné à ça, à vouloir faire du concept art en jeu vidéo, du chara design, etc. Et la vie m'a un peu rattrapé. Et c'était dur. Et en sortie d'école, il faut impérativement payer le loyer, etc. Et je voyais que là où on avait le plus de retombées, c'était en animation. Donc j'ai fait un 180 et je suis reparti vers l'animation. Et en fait, j'ai demandé aux copains qui étaient en animation, parce que du coup, Ravi a fait la section animation à Émile Cole et moi j'étais en section jeux vidéo. Ok. Donc du coup, on avait tout notre groupe de potes, c'était que des gens qui faisaient du jeu vidéo, de l'illustration, etc. Donc c'était cool. Donc j'ai pu demander à tous les copains genre comment on fait de l'animation, etc., etc. Et le premier truc qu'ils m'ont dit, c'est il faut commencer par faire des balles qui rebondissent, des petites marches. C'est très dur de faire une marche. Bon, moi j'ai voulu faire genre des gens qui se bastonnaient avec des perspectives incroyables et tout, et c'est ce que j'ai fait. Et bref, c'est cool, hein, j'ai réussi à sortir mes trucs et tout. Même aujourd'hui, je trouve, c'est pas beau, c'est pas ouf, mais en soi les trucs sont sortis, mais c'était ambitieux et pour commencer c'était compliqué. Donc là, en gros, en faisant ça et en travaillant ensemble, ça nous permet d'avoir
moi un truc qui est moins ambitieux, qu'on peut finir, avec des styles différents aussi. Donc du coup c'était ça l'idée, en gros, c'était de pouvoir travailler différents styles, expérimenter des choses qu'on n'a pas le temps de faire au travail, et de mutuellement moi tryharder et lui de faire en sorte qu'on ait un truc qui soit fini et faisable et réaliste, quoi. Ouais, du coup votre duo il est né dans un espèce d'équilibre en fait. Ouais, complètement. Ouais. Trop bien. Et aussi pouvoir se mettre à la place par exemple du réalisateur, essayer plusieurs étapes de la production d'un film, que c'est pas celle qu'on a de base dans notre travail. Donc oui, vous vouliez un peu toutes les casquettes, tenter. C'est ça. Ouais. Bah, c'est aussi expérimenter sur différents tafs qu'on peut avoir et qui sont annexes aux nôtres. Par exemple, Ravi fait du décor. Là, il a pu expérimenter en faisant du développement visuel, donc du VizDev, du color script. Donc c'est tout ce qui vient un peu en amont de son travail. Et moi, du coup, c'était pouvoir faire du layout posing, pouvoir faire de l'animroth, etc. En plus des chara design que j'aime bien faire. Ça me donne une vision plus globale de comment l'industrie fonctionne en règle générale et comment un projet se fait en règle générale également. Donc ouais, il y a pas mal d'avantages à faire ça. Et même derrière, quand on a un produit fini à montrer aux employeurs derrière, et quand on vient qu'on dit on veut faire ça, ils sont en mode ok, ça marche, donc c'est cool. Vaut mieux avoir plusieurs cordes à son arc. Bien sûr, de toute façon. tout à fait. Surtout dans ce milieu. Bon, nous on a une petite tradition à chaque épisode. D'habitude, on raconte une petite anecdote. Du coup, la question, est-ce que vous avez une petite anecdote qui est liée à votre taf, principalement sur des projets que vous avez déjà pu faire? Petite anecdote. Est-ce que tu veux commencer, Ravi? J'ai une tendance à justement. Une petite anecdote. En rapport avec la production directement ou plus un truc qui vous est arrivé si vous avez déjà, je sais pas, rencontré quelqu'un du monde de l'animation que vous vouliez vraiment rencontrer, ou si, par exemple, je sais pas, vous avez fait une proposition et que vous avez un retour qui était pas ouf, ou au contraire un retour où tout de suite vous avez tapé dans le mille, ce genre d'anecdote, quoi. Ouais, carrément. Bah du coup, je suis un turbo weeb. Voilà. C'est fait, c'est dit. J'ai grandi avec les animés. Ma mère m'a collé devant des animés très rapidement. Tout ce qui est jeux vidéo animé, c'est à cause de ma mère de toute façon. Du coup, j'ai grandi avec Cowboy Bebop, Samurai Champloo, etc. Incroyable. Et du coup, fast forward, genre 2023, un truc comme ça. Je suis contacté par MAPPA pour travailler sur le dernier projet de Shinichiro Watanabe. MAPPA, nous on connaît, mais tu peux dire un peu qui c'est MAPPA comme ça? MAPPA, c'est un studio d'animation japonais. Je sais pas s'ils sont récents. Non, ils sont pas si récents que ça en réalité. C'est eux qui avaient fait Yuri on Ice, etc. Mais je pense que plus récemment, ils ont été extrêmement connus pour avoir repris la fin de l'Attaque des Titans. Un petit truc, quoi. Ouais, vite fait. C'est pas hyper connu. Jujutsu Kaisen, Doro et Doro, là actuellement Ranma 1/2. Classique Ranma. Oui. J'ai grandi avec ça, moi. Kali. Moi aussi. Mais du coup, ouais, donc je suis contacté pour travailler sur le dernier projet de Watanabe, pour aider à finaliser les 2 derniers épisodes de la série, Lazarus. Bon, du coup, la petite anecdote, c'est juste qu'à la fin de la production, il nous a personnellement envoyé à tous un petit mail de remerciement en me disant merci d'avoir participé à Lazarus. Et j'étais en mode waouh, j'ai le mail de Watanabe. Il y a la preuve. C'est trop fou. Est-ce que dans des moments comme ça, tu réalises un peu quand même, t'as un peu genre je pète mon crâne, c'est fou. Ah mais tout ce qui a été en rapport avec l'animation japonaise et coréenne, ça a été assez irréel parce que ça arrivait à un moment où j'étais justement en décor dans un studio qui était incroyable mais où je faisais pas forcément ce que je voulais. Mais ils avaient une machine à coiffer incroyable. Très important la machine. Très très important. Mais du coup, c'est vraiment la semaine où j'étais en train de me plaindre de j'ai peur de rester ici, de stagner, de faire que ça, etc. J'ai été contacté pour travailler sur The Witcher. Et une fois que The Witcher c'était fini et que j'étais à ça de frôler l'arrêt cardiaque et la tendinite, on m'a contacté pour Lazarus. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on a tout. On a MAPPA, le projet de Watanabe. Et c'est vrai que ça faisait beaucoup sur le coup. J'étais un peu en mode waouh, ça fait beaucoup. Donc ouais, c'est un peu bizarre, mais c'est hyper gratifiant de venir et de se dire j'ai dessiné tous mes trucs d'animé. Enfin c'est à ce moment-là il y a tout ce truc quand on est en école d'art où on n'arrête pas de nous dire que le dessin animé japonais n'est pas genre une forme d'art valable, etc. Ah ouais, c'est violent. Que ce style de dessin n'a pas sa place à certains endroits et tout. Et c'est vrai que c'est fou. Ouais, quand t'arrives à ce stade-là, moi je me dis il y a plein de gens qui avaient vu le truc venir. C'est pour ça qu'aujourd'hui quand il y a une explosion de l'animé, on est un peu en mode oui c'était prévisible, mais oui. Mais voilà. Du coup à ce moment-là, c'est vrai qu'il y a ce truc de se dire waouh,
quand même. C'est très très cool, ouais. Trop bien. C'est incroyable. Et toi, Javier, du coup? Moi, c'est pas spécialement une anecdote, mais vraiment, j'étais très content de pouvoir travailler pour le Lo-Fi Girl. Je sais pas si vous connaissez. Oui, c'est en fait une radio avec de la musique chill. Beaucoup de gens l'écoutent pendant qu'ils sont en train d'étudier ou faire n'importe quoi. C'est vraiment très chill. Et je l'écoutais beaucoup pendant que j'étais étudiant. Et c'est vrai que cette année, ils m'ont contacté. Ça a été ma première mission en freelance en tant qu'indépendant. Donc j'étais vraiment très content de travailler pour ça et de justement travailler sur un projet que je consomme de manière très primaire. Donc, mais attends, je viens de réaliser. En fait, Lo-Fi Girl, c'est la chaîne YouTube. Sur YouTube, la c'est ça. petite qui est Oui, dans sa c'est chambre. une chaîne C'est YouTube, bon, je connais. Et du coup, c'est toi qui anime. Tout le monde connaît. En fait, j'ai travaillé pour la partie, la nouvelle Lo-Fi Girl médiévale. Ok. C'est parce qu'il y a la Lo-Fi Girl Lego, la Lo-Fi Girl, même une Lo-Fi Girl xénomorphe. Ah oui, c'est vrai. C'est incroyable. C'est des skins. Je suis vraiment trop fan de la chaîne. Donc oui, j'étais très content de travailler sur ça et ça fait plaisir de Oui, et puis il y a énormément de gens qui regardent / écoutent. J'allais dire, je pense qu'on. Mais oui, il y a si des millions de personnes connectées à la vidéo principale au moins, c'est Et incroyable. ça dure depuis, je crois que il y a un record même. Oui, c'est 24 heures. Oui, voilà. Je sais même pas d'où sortent autant de musique. Incroyable. C'est typiquement le genre de chaîne, quand on écrit peut-être des scénars ou des trucs comme ça, on se le met en fond. Ah oui, mais complètement. Ça te focus un peu, il y a un truc un peu hypnotique. Ouais, c'est ça. Et puis Moi, je consomme beaucoup. elle bosse aussi, donc t'es motivé. Ouais, c'est ça. Elle te met la pression 24 heures sur 24. C'est ça. Ah, il y avait comme quoi elle s'était déjà diplômée, en fait. Oui, c'est vrai. Depuis Elle a le 20 temps, ans, là, elle a voyagé au Japon. Assez impressionnant. Ah oui, une petite anecdote de Lo-Fi Girl. Voilà. La ville qu'on voit par la fenêtre, c'est Lyon. Ah, Ouais. Ok. Même au-delà de ça, le gars qui a fait le design de Lo-Fi Girl, c'est Juan Pablo Machado. Oui. Et il était dans la promo juste au-dessus de nous Mais non. à l'école. bah voilà, il y en a des anecdotes. Incroyable. Lo-Fi Girl. Trop cool. Excellent. Les gars, merci pour ce petit échange et toutes ces infos. On va pouvoir passer à la suite de l'épisode et parler enfin un petit peu de cinéma. Avant ça, mon cher Pierrot, un peu de remerciements. Le plus beau cinéma de la Côte d'Azur. Des salles uniques. Un confort inégalable. Mais surtout, de l'IMAX. Oui, bon. Plus sérieusement, merci le Cinéum de Cannes d'accueillir et de soutenir le podcast. Grâce à eux, on peut voir tout un tas de films et vous en parler après. Donc les amis, si vous êtes dans le coin et que vous voulez vous faire une super séance de ciné, venez au Cinéum, croyez-moi, vous ne le regretterez pas. Allez, on peut reprendre l'épisode. Le Cinéum. Oui, bon, on a compris. Ok les gars, donc on va chacun notre tour parler d'un film. Aujourd'hui, on va tous parler d'un film d'animation pour coller à la DA du week-end et de cet épisode. On va parler d'un film d'animation qui nous a soit profondément marqué ou qui est peut-être notre préféré. On vous laisse commencer les gars. Javier, on t'écoute. Oui, alors je voulais vous parler justement en tant que très fan de la saga Matrix. Oh oui. J'ai découvert justement ce film assez tard, je pense, quand j'avais 14 ans. Mais des années plus tard, j'ai découvert un projet d'animation justement qui est canon dans cet univers qui s'appelle Animatrix. Incroyable. C'est full animation. C'est du coup un projet de 9 courts-métrages qui étend l'univers de Matrix. Et ça fait officiellement partie du canon. C'est pas un fanart, c'est pas une web-série. C'est vraiment Wachowski, je pense, les frères qui ont écrit le premier Matrix, qui voulait justement faire une bible qui complémenterait les films officiels. Et il y a vraiment des courts-métrages très très intéressants. La plupart c'est des studios japonais. Donc c'était en plus, le film c'est en 2003, donc c'était la première fois que des studios à Hollywood comptaient avec des studios japonais qui allaient justement le faire en style animé. Et c'était vraiment des premières fois que ça arrivait. Et justement c'est très intéressant de voir par exemple dans les 2 premiers épisodes, je sais pas, ça s'appelle la révolution des... La révolution... Ah non, la deuxième renaissance. C'est ça, la deuxième renaissance, partie 1, partie 2, qui est pas du tout... ça raconte la guerre justement entre les machines et les humains, chose qu'on raconte de manière très légère sur le premier film. Et là, on peut voir toute l'histoire du début à la fin, donc c'est très très intéressant. Et donc si vous n'avez pas regardé ces films, je vous recommande très fortement de les voir parce que c'est très spécial. Et moi personnellement, en tant que style, je trouve ça très intéressant le fait qu'ils ont pu expérimenter avec plusieurs styles en 3D, 2D. Et donc c'est vraiment très 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 joli de voir. Et je me souviens quand c'est sorti à l'époque, moi c'est mon frère qui
m'avait montré Matrix et c'est le premier film que j'ai vu en version originale d'ailleurs. Et ça vient de là. et il est arrivé avec justement ses courts-métrages et tout, et il m'a dit oh regarde ce qu'ils ont fait, et je me suis retrouvé là devant un truc, je savais pas ce qui se passait, je comprenais la moitié et je disais mais pourquoi ils sont pas des vrais humains ou des... Bon après je parlais peut-être pas comme ça, j'étais quand même un peu grand, mais c'est vraiment quelque chose que j'avais auparavant jamais vu en fait. Oui. Et je sais pas si à sa sortie la réception a été plutôt bonne ou... Oui, j'aurais tellement aimé le voir à l'époque, mais j'ai découvert ça. Moi j'aurais explosé. Moi je me souviens très très bien quand c'est arrivé Animatrix, parce que il y avait ce truc où c'était on n'avait pas l'habitude d'avoir du cinéma d'animation cross-média comme ça, et surtout sur, comme tu disais tout à l'heure Axel, sur des trucs très adultes, tu vois. On avait plus l'animation en 2000-2003 surtout en France, c'était vachement pour les gosses. Je me souviens que quand c'est arrivé, ça a fait l'effet d'une bombe. Enfin moi j'avais 12 ans à l'époque, et on a vraiment reçu le truc en mode quoi, ils ont fait genre un peu un manga Matrix, et c'était fou, sauf que c'était vachement underground un peu, c'était très niche, en tout cas en France, hein. Je sais pas aux États-Unis comment ça s'est passé, mais nous c'était un peu le truc qu'on se filait entre potes en mode t'as pas vu Animatrix, faut trop que tu mates Animatrix. Et tu vois, et du côté des darons pas du tout, tu vois, il fallait pas regarder, c'était un peu comme DBZ quoi, non c'est violent, faut pas regarder ça. Et je sais que nous en tout cas au collège tout le monde parlait d'Animatrix. Mais justement vous l'avez regardé au cinéma ou en VHS? Non justement les à la maison. Et je sais même pas s'il y a eu une sortie cinéma en France. Je sais pas, et je sais pas, je t'avoue que c'était vraiment quelque chose. Parce que moi je sais c'est un truc qu'on est vraiment allé fouiller sur des chaînes du câble, genre Game One, AB1, des trucs comme ça, tu vois. Donc ce sont des vieilles chaînes manga gaming. À l'époque c'était des chaînes qu'il fallait payer. Et je me souviens vraiment que c'était des potes qui avaient enregistré Animatrix, fallait choper le DVD, mais ça c'était les grands frères parce que nous on n'avait pas de thunes, tu vois. Ouais. Et c'était vraiment un truc qu'on se prêtait ou qu'on gravait sur des vieux CD, genre ou qu'on peut-être on téléchargeait avec LimeWire à l'époque, tu vois, où on louait dans les vidéostores. Hein. Ouais, ou dans les vidéoclubs. Ouais, clairement. Moi, il me semble que j'ai vu passer une VHS, Animatrix, et c'est sûr et certain. Hein. Soit je l'ai vu en VHS, soit mon frère l'avait téléchargé. Oui, mais moi, je suis très très fan de Matrix. Moi, j'ai connu ça assez tard, justement. Mais parlant de ce que vous parlez, justement, aujourd'hui, c'est contrairement à l'époque, c'est très très courant de voir ce genre de production d'anthologie sur un même univers. On le voit avec Star Wars Vision maintenant, ou aussi sur Netflix Love, Death and Robots. Donc aujourd'hui c'est devenu mainstream peut-être de faire ce genre de collaboration, des projets. Donc c'est des projets transmédia, du coup c'est il y a tout un intérêt marketing derrière. Et je pense même que le format court-métrage des fois c'est même plus puissant que beaucoup de grandes productions qui étendent le lore de certaines sagas. Donc je trouve qu'au niveau format c'est très très bien. Surtout il y a ce court-métrage aussi qui parle ça s'appelle The Kid, je pense, qui raconte l'histoire du justement Kid qui apparaît en Matrix Reloaded, qui juste Neo dit j'étais sauvé dans ce film, alors que là il y a un court-métrage qui explique vraiment comment ça s'est passé dès le début. C'est animé par l'animateur qui j'oublie toujours son nom, mais qui a fait la petite séquence animée dans Kill Bill. Incroyable. J'allais dire je crois. Et c'est ça, Kill Bill qui va ressortir justement une séance d'animation plus longue. 7 minutes d'animation. Incroyable. Et je crois qu'il y a presque 40 minutes de film en plus. Franchement, chaud. Je vais me buter de la séance, vraiment, ça va être incroyable. Je vais le regarder tellement de fois. Il y a, tu vois, comme tu disais, Rivière, là, on le voit un peu plus, ce type. Il y a 2 ans, il y a une série qui est arrivée sur Netflix où justement ça refait pareil, mais cette fois-ci avec le jeu vidéo, c'était Edge Runner de Cyberpunk. Oui. Où justement, j'ai adoré, ils sont venus avec, et c'est trop bien parce qu'en fait, ils ont jonglé, je sais pas si vous avez fait le jeu aussi, mais dans le DLC du jeu. Il y avait tous les messages des Netrunners. Ça, je savais pas. T'as une quête annexe en fait où c'est que des refs à la série. Et ça c'est dans le DLC? Ouais. C'est parce que j'ai fait que le jeu de base. Et tu peux même récupérer la veste de David. Exactement. Ouais. Donc, on peut même récupérer le gun de Rebecca et aller tuer Adam Slash. Ok. Mais donc, même, excuse-moi, je te coupe, mais ce qui est incroyable, c'est que moi, je sais quand j'étais petit, je lisais des mangas, des comic books, et c'était pas cool du tout. Les gens. C'était nerd. Hein. Les gens se foutaient de notre gueule et tout. On a encore connu
l'époque où être geek, c'était pas trendy Ah non, du tout. Ah, hein. mais pas du tout. Et maintenant, c'est genre grave à la mode. C'est quoi, t'as pas regardé le dernier animé et tout? Ah non, on a Demon Slayer au cinéma, donc Oui, voilà. À l'époque, c'était... Non, mais c'est Chainsaw Man, tout ça, exactement. Les gens se rendent pas compte, mais moi je vois ça avec ma petite sœur. Elle aurait été une nerd cool de toute façon. La chance, putain, mon rêve. Non, parce que en vrai, nous on baigne dedans depuis qu'on est petit en fait. Enfin, c'est-à-dire qu'on se tapait des fois des week-ends entiers avec ma mère à regarder genre à speedrun genre le dernier maître de l'air comme ça, tu vois. Incroyable. Du coup c'était trop bien. Donc enfin genre à la maison c'est ma mère qui a commencé l'Attaque des Titans en premier, tu vois. Ah ouais. Donc Classe. ah oui, elle a commencé, elle nous a dit ça va grave bien marcher. Et moi j'étais en mode non, ma sœur elle a fait j'aime pas. Et finalement, ma sœur a tous les collecteurs de l'Attaque des Titans Ah ouais. version physique et tout. J'ai oublié. Non, mais ça c'est démocratisé de fou, quoi. Mais ouais, c'est ça. Mais c'est vrai quoi, il y avait vraiment une époque où c'était vraiment. C'est comme les super-héros, quoi. C'est devenu cool. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'encore les super-héros, j'ai pas trop vécu quand c'était pas trop cool, parce que moi j'ai commencé directement avec les Spider-Man qui passaient au cinéma. Ah oui, de Sam Raimi. de toute façon, ouais, je pense que c'est Sam Raimi qui a lancé le truc de Complètement. ça peut être cool Ça, parce puis que Iron Man, quoi. avant, oui, Iron Man, il a fini d'en faire. Oui, voilà, c'est ça. Ah, je sais pas, Mais- pour moi c'est vraiment genre le début avec Blade, Spider-Man, etc. Il y avait vraiment un truc. Alors, Blade, c'était pas cool, hein. Blade, il y a eu très mauvaise réception à la base. Hein. Moi j'étais trop fan. Ouais, mais moi Parce aussi, que t'as moi beaucoup, mais. Moi aussi, quand j'étais petit peu trop fan et tout, mais Ouais. c'était l'époque où les adaptations de comics c'était archi violent. Ouais. Il y avait beaucoup de sang. Il y avait, moi, j'étais fan quand j'étais gamin de Spawn. Spawn, je savais que. Et ouais, mais alors que le film est horrible et qui, pareil, il s'est fait très très mal recevoir quand Ouais. il est sorti. Moi j'étais content, il y avait Spawn dans Soul Calibur du coup. Oui, pareil, gros. Non, mais je me souviens, j'étais à l'école et j'avais mes cartes Yu-Gi-Oh! Et il y a une jolie fille qui passe et qui fait pourquoi tu joues à ça? Mon petit frère il joue à ça. Et là j'ai fait ok, je serai plus jamais un geek. mais j'ai mis ce côté de moi vraiment genre dans l'ombre pendant des années. Et ouais. Ouais, pareil. Et avec l'âge c'est revenu parce que j'étais en mode en fait je m'en contrefous. Ouais. Et voilà. Et Donc je pense que c'est pour ça qu'un peu les millénials aujourd'hui, ils ont ce retour à l'enfance parce que enfin c'est cool. ouais, Tu vois, les c'est trucs ça. qu'on kiffait quand on était gamin, ouais. enfin Je sais c'est pas si cool. Quoi. Enfin c'est cool. Moi je sais que par exemple pour en revenir à Jet Set Radio, c'est un truc qui est niche. Tu vois. C'est un jeu qui marche visuellement, etc. Mais qui a été une catastrophe économique pour Sega apparemment. Et j'étais en mode moi je trouve ça cool. Ouais. Alors je vais essayer de montrer comment est-ce que je le vois. Et c'est un peu comme dans cet état d'esprit là que je me suis dit je vais faire le truc plutôt que maintenant on est un peu dans un retour Y2K, etc. Ouais. Et, du coup ouais non je sais pas. Je pense qu'il y a un peu un mélange des deux. Genre c'est cool et aussi un ras-le-bol de un peu ok vous trouvez ça cringe ok. Et alors Et alors, ça. on s'en fout. Cringe, Ouais. c'est le pire mot de 2025. J'avoue. Et Rémi a du mal à le dire en plus. Et en plus, j'arrive pas à le dire. Un vrai boomer, j'arrive pas à le dire. Du coup, Ouais, Ravière, Animatrix, Animatrix, très très fort. Exactement. Bravo, merci pour. Tu m'as rappelé. Ouais, Tu m'as revival un souvenir là. C'est incroyable. trop trop cool. Ouais, très Ouais, content. trop bien. Et du coup, je confirme ce que tu dis. Si vous n'avez pas vu Animatrix, foncez. C'est excellent. Totalement. Très 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 quali. Axel, quel est le film dont tu peux nous parler aujourd'hui? Alors moi je vais faire une transition incroyable, observée. Alors dans Animatrix il y a le court-métrage World Record qui est dirigé par Takashi Koike. On suit un coureur qui découvre qu'il est dans la matrice. Ok. Bref, du coup le film dont j'aimerais parler c'est le premier film dirigé par Takashi Koike, donc Redline, Ok. sorti en 2009. Et fait par le studio Madhouse, donc c'est un studio japonais. Et grosso modo, c'est un film de voiture. C'est genre Fast and Furious mais en animé. D'accord. Bah, il y avait pas, mais il y avait Initial D, je crois, qui était C'est mieux. C'est mieux, ouais, mais parce que c'était un peu le truc Fast and Furious manga. Ouais, Initial D, il y avait un peu ce truc sérieux. Ouais. Là, tu rajoutes. En fait, ouais, je dirais qu'Initial D, c'est Fast and Furious 1 et 2. Redline, c'est Fast and Furious Tokyo Drift. Tokyo Drift. Mais tu vois, je le pense- meilleur des Fast and Fast Furious. and Furious, Fast and Furious, c'est vraiment un truc où je suis là. Non, je ne peux pas. Mais Mais le 3. animation, Ouais, mais ça me parle, tu vois, j'ai envie. en fait, c'est un mélange entre les fous du volant. Enfin, il y a vraiment un truc Ah, les fous du volant. très kitsch. C'est un film qui est rétro-futuriste, extrêmement kitsch, des grosses ondes très noires, etc. Le plot ne fait pas grand sens, mais c'est trop bien. En fait, c'est juste une action quasiment constante qui est trop cool. Et à la base, en fait, il avait fait un pilote de 3 minutes. Incroyable. Enfin, ce truc-là, je le regarde genre quasiment tous les mois. J'ai mon petit moment devant ça à regarder ça
parce que c'est incroyable. Du coup, c'est un film qui m'a pas mal marqué parce que ça regroupe beaucoup de choses que j'aime bien, de la bonne musique, une musique que j'apprécie, des visuels très bold, très assumés, il y a pas de demi-mesure qui est faite. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et c'est pas un film bien long, hein. Je pense que c'est genre 1h20, 1h30, un truc comme ça. Ah oui, ça va. Ouais, vraiment, si vous aimez tout ce qui est très acidulé, des perspectives hyper forcées, enfin c'est animation 2D traditionnelle à la main, très beau, très beau. J'ai beaucoup aimé. Voilà. Ok, donc c'est Redline. Redline. Ok, ouais. Je connais pas du tout. Je connais pas du tout. Mais c'est bien donc, vendu. Pareil, ça c'est cool, ça sera à mettre dans la liste watchlist pour découvrir. Je vais le mettre sur Complètement. Letterboxd. Ok, Pierrick. Moi, je vais surprendre tout le monde. Bah oui. J'ai vu Arco. Non, mais je me suis dit que c'était intéressant de parler de ça parce que du coup on était invité à la soirée d'ouverture du festival Animazur au Cinéum de Cannes, merci encore, et on a vu Arco, on y était tous les quatre, qui était passé au festival de Cannes et que je n'avais pas pu voir au festival de Cannes justement. Et Arco, c'est vraiment qui sort le 22 octobre d'ailleurs, une bonne surprise parce qu'en fait le film il commence et vraiment la première partie je me suis dit oui c'est un film sympa, bien animé, pour les enfants et tout, et en fait le film il a pris mon petit cœur comme ça, il a joué avec mes émotions et j'ai dit ah le bâtard. Mais c'est ça qui est très fort, c'est que un film d'animation, au début tu te dis ça va être que pour les enfants et à la fin t'es prêt à verser ta petite larme. Je pense que c'est pas facile à faire, c'est pas donné à tout le monde. Et même la musique, j'ai trouvé, mais j'ai pas regardé qui a fait la musique, mais elle est magnifique cette musique. Ouais, très jolie. Et les couleurs pétantes, mais vraiment par contre quand le plot il s'assombrit, tu vois que les couleurs elles deviennent plus grises, noires et tout. Ouais. J'ai trouvé ça mais magnifique. Même lui sur sa combi, il y a plus de couleurs et tout, c'est trop cool. Et du coup, je l'ai pas pitché, mais en gros c'est un enfant qui voyage dans le temps et qui se crache dans le passé. Sauf que le passé, c'est notre futur à nous. Et c'est ça qui est super intéressant. Parce que Mind game. Oui, exactement. Mais c'est une vision super intéressante du futur parce que c'est pas dévoilé de trop, mais c'est pas ce qu'on imagine. Et je trouve que le film, c'est un peu une leçon plus pour les parents. Ouais. C'est prenez bien soin de vos enfants. Les parents, vous prenez cher aujourd'hui. Oui. Bah, c'est comme ça. Hein. Occupez-vous de vos enfants et puis ce sera réglé. Mais je pense que c'est un film super intéressant pour faire découvrir le cinéma justement aux enfants parce que on passe un peu par toutes les émotions et c'est pas trop violent, c'est pas trop dark non plus, c'est très juste à tous les niveaux. Et j'ai adoré la grosse influence E.T. quand même, parce que au niveau de l'histoire et tout, ça m'a vachement fait penser à E.T. mais plus modernisé, plus peut-être accessible parce que quand même E.T. c'est même pour les enfants c'est assez dur hein, par moment quand même. Moi j'ai toujours chialé devant E.T. Oui voilà, mais même il y a des moments assez flippants quoi, c'est quand même quelque chose. Bah, déjà quand tu le vois. C'est la petite E.T. Quoi il y a des trucs flippants, c'est juste sa tête enfin. Ouais voilà par exemple. Mais voilà, le film est très juste à tous les points de vue et c'est vraiment un beau petit coup de cœur de film d'animation comme on n'a plus trop l'habitude d'en voir en ce moment, j'ai l'impression en tout cas. Et je recommande vivement Arco en salle le 22 octobre du coup. Ouais. Moi ce que j'ai bien aimé avec ce film, c'est comme tu dis, il y a plein de choses qu'on a déjà vues, qui ont déjà été exploitées, mais il a réussi à trouver un équilibre et je trouve surtout dans sa direction artistique, il y a une vraie fraîcheur, une vraie, je dirais pas nouveauté parce que c'est un style de dessin qu'on a peut-être déjà pu voir, mais dans sa façon d'amener de la couleur, et peut-être vous en direz plus que nous, mais dans sa façon d'amener de la couleur dans le film, j'avais l'impression de voir un film d'animation que j'avais pas encore vu. Et là, j'étais en mode, ah ouais, ça m'a surpris. Et après, oui, le virage scénaristique, même si plus ou moins il y a un petit twist et qu'on a déjà vu dans d'autres films, mais c'est tout doux, c'est bien équilibré, ça fonctionne. En fait, c'est pas un problème quand on reprend des codes du cinéma, quand c'est bien fait, quand c'est mis à jour, quand c'est bien tourné, quoi. Et quand t'amènes sur autre chose, que tu t'inspires d'autres choses qui sont déjà faites, c'est ok. Mais si t'arrives à amener une touche d'originalité, et là, pour moi, c'est ce qu'a fait Arco. C'est-à-dire qu'il y a les codes scénaristiques, on les connaît, mais il est venu apporter de l'originalité dans sa DA et ça fonctionne super bien. Les décors et tout sont magnifiques. Oui, c'est ça. Et puis, comme vous disiez, c'est un film très très équilibré dans tous les domaines, donc et aussi très émouvant. Si je me laisserais pas voir, je vais pas me faire pleurer. Je pense qu'il y en a beaucoup dans la salle qui ont versé leurs petites larmes. Ah moi j'étais pas, j'ai pas eu. Il y a un moment où j'étais focus. Tu te sens un petit peu sur la fine ligne là. Ouais, c'est ça. À la limite. Et moi je pense, alors j'avais oublié mon micro parce que je devais prendre les réactions des gens et je pense que je pensais à ça en me disant putain faut que j'aille chercher mon micro. Je pense que si j'avais maté le film vraiment sans autre chose qui venait me parasiter, je pense que j'aurais chialé, c'est sûr.
Ouais, je comprends, mais c'est très bien amené. Enfin, toutes les notions humaines qui sont dedans et tout sont vraiment très très bonnes, quoi. Et visuellement, c'est hyper impressionnant. Enfin, c'est. Et comme il a dit Philippe qui présentait la soirée, c'est un film qui donne un peu d'espoir et ça c'est cool. Franchement, en 2025 là, c'est cool d'avoir un peu un vent frais. C'est vrai que c'était plutôt cool. Ouais. Mais oui, non, très bon film, très très bon film. Et franchement, félicitations genre à tous les intervallistes qui ont travaillé sur le film, ça a l'air horrible. Et c'est réalisé par Hugo Bienvenu. Hugo Bienvenu, me trompe pas. Ouais. Et toi, Rémi? Alors, pour ma part, je suis vraiment allé chercher un film qui a marqué mon enfance et c'est un film qui s'appelle Charlie mon héros, qui est sorti en 1986 ou 89, je sais plus précisément. Et c'est un film qui a été réalisé et produit par Don Bluth. Est-ce que vous voyez qui est Don Bluth? Pas du tout. Je suis désolé. Pas du tout. Et moi, j'aime beaucoup l'histoire de ce gars parce qu'en fait, Don Bluth, c'est un gars qui a commencé en tant que layout artiste chez Disney pour payer ses factures. En fait, voilà. C'est comme ça qu'on commence. Et en fait, très vite, il a bossé chez Disney dans les années 50-60, fin 50, milieu 60. Début des années 70, il a quitté Disney parce qu'il voulait faire, et on en revient à l'introduction de l'épisode, il voulait faire de l'animation mais plus pour les adultes. Et en fait, il y a tout un tas de films de Don Bluth que tout le monde pense que c'est Disney alors qu'en fait, ce n'est pas Disney. Est-ce qu'il n'aurait pas fait ce film Excalibur par le plus grand des hasards? Bonne question. Non, je crois pas. Non. Par contre, il a fait Fievel dans l'Ouest, donc l'histoire d'une petite souris, et c'est un vrai western. Il a fait Petit Pied, le dinosaure dans la vallée. Oui. Ok. Il a fait un traumatisme. Il a fait donc traumatisme d'enfance, quoi. Il a fait Charlie mon héros. Il a fait Brisbry et les secrets de Nîmes, qui pareil est un trauma d'enfance. C'est une histoire avec des rats de laboratoire qui doivent s'échapper, mec, c'est incroyable. Il a fait donc Charlie mon héros et il a fait son plus grand succès, c'est Anastasia. Bah oui, d'accord. Il fallait commencer par là. Voilà, exactement. Le meilleur pour la fin. Et qui est aujourd'hui un des, à l'époque, rares films qui est venu faire trembler Disney. À raison. À raison. Ça a été toujours comparé à Disney, justement. Exactement. Et aujourd'hui, ça a été acheté pour Disney+. Oui, ils ont réussi à l'avoir d'une manière. Ils sont restés en relativement bons termes parce qu'en fait, ce que voulait faire Don Bluth, Disney voulait pas le faire. Et du coup, ils lui ont dit, fais ton truc. Et donc, il a monté un studio qui s'appelle Bluth and Sullivan. Donc, j'imagine que c'est son associé. Et du coup, il a fait des films vraiment d'animation, mais plutôt sur des thématiques très adultes. Et en fait, Charlie mon héros, j'ai adoré ce film parce que c'est vraiment un des films que j'ai poncé quand j'étais gamin. Je le regardais tous les dimanches avec ma sœur. Et c'est un film quand j'étais petit qui me faisait rire, qui me faisait pleurer, machin. Le pitch du film, donc ça va tourner autour d'un chien qui s'appelle Charlie. Je chiale déjà. Et attends, mec. Non, pas. Enfin bon, bref. Donc Charlie, c'est un roublard. Tu vois, il joue au jeu d'argent, il arnaque un peu des gens et tout, et il est associé avec un chien qui s'appelle Gratouille. Donc Charlie, c'est un berger allemand et Gratouille, c'est un Basset-Hound ou un Teckel, je sais plus. Bref, les chiens saucisses un peu là. Ah ouais, ok. Et en fait, il est dans des magouilles avec un casino, sauf que le patron du casino, il le double, il le trahit, on va dire, et en gros, il le tue, il le fait tuer. Charlie monte au paradis des chiens et en fait, au paradis des chiens, il comprend qu'on a tous une horloge, c'est notre temps de vie. Et en fait, il vole son horloge, il la remonte et il retourne sur Incroyable. Terre. Et en fait, en retournant sur Terre, il y a un ange chien qui lui dit, mec, si tu fais ça, si tu meurs une deuxième fois, terminez le paradis. Tu meurs, tu disparais, il n'y a pas de deuxième chance pour toi. Parce que dans le film, tous les chiens vont au paradis, même s'ils ont été des mauvais chiens, parce que soi-disant le chien il est bon par nature. Donc tous les chiens c'est pas leur faute. Il retourne sur Terre et en fait sur Terre, il s'aperçoit que le patron du casino, il a kidnappé une petite fille qui s'appelle Anne-Marie et qui a le don de parler avec les animaux. Et en fait, il s'en sert pour voler de l'argent aux humains sur des paris sportifs, des trucs comme ça. Donc c'est très mature. C'est Winamax. Mais c'est un peu ça, mec. Et donc du coup, voilà, c'est un film quand j'étais gamin qui m'a vraiment fait rêver parce que dans le style de dessin, on est très proche de Disney, mais beaucoup plus sombre, beaucoup plus adulte. Et en fait, j'ai eu un petit choc avec ce film parce que c'est la première fois, tu vois, quand j'avais 20 ans, avec ma meilleure pote, on a eu cette phase où on se dit, putain, tiens, on revoit des films d'animation de quand on était gamin. Et en fait, je l'ai remis à 20 ans. Je m'attendais à montrer à ma meilleure pote un film, tu vois, rigolo, touchant et tout. Et en fait, à 20 ans, pas du tout la même lecture du film. Je me dis, ah ouais, en fait, lui, c'est un mafieux. En fait, c'est un méchant Charlie, tu vois. Et du coup, c'est la première fois que je me suis dit, ok,
ok, en fait, avec le cinéma d'animation, on peut avoir des doubles lectures comme ça. Et du coup, ça m'a lancé dans, attends, il faut que je remate tous mes Disney, et donc là, tu recaptes Pinocchio, la violence parentale, tu remates, tu vois. Et du coup, c'est vraiment avec ce film que j'ai découvert ce truc de, t'as maté un film quand t'es gamin, tu l'as vu d'une certaine façon, tu le remates quand t'es adulte, tu le vois d'une autre façon. Et donc voilà. Et si vous n'avez jamais vu, je vous recommande fortement Charlie. C'est vraiment un voyage dans le passé de l'animation qui est, enfin pour moi, délicieux. Et surtout, je vous invite à vous intéresser à Don Bluth. Je pense qu'il a vraiment apporté quelque chose d'hyper important au cinéma d'animation. Et malheureusement, Don Bluth et Sullivan, ils se sont cassés la gueule au passage à la 3D, passage Pixar, passage, tu vois, Toy Story, tout ça. Ils ont pas réussi à choper le truc. Et en fait, le studio, ils ont continué à sortir 2-3 films qui ont pas du tout fonctionné parce que de l'autre côté, ça y est, il y avait Toy Story, il y avait Monstres et compagnie et les gens s'intéressaient plus au dessin 2D à la main. Et aujourd'hui, c'est fou parce qu'on a l'année dernière le PDG de Disney qui a annoncé que l'année prochaine, ils allaient reprendre quelques grosses prods à la main. En 2D, Et c'est fou de te dire, putain, en 2000... Le retournement de veste. En 2004, tu vois, tu perds ton studio. Les gars, ils font des lives terribles. Enfin, c'est... Oh là là. Ouais. Bah ouais, non, mais il y a un moment, tout le monde a en fait, on leur pardonne parce que c'est Disney et qu'ils ont fait des trucs incroyables, mais en fait, les équipes qu'il y avait à l'époque sur ces films incroyables sont plus là. Ouais. Disney, c'est une autre entité que c'était à l'époque, quoi. Enfin, Bien sûr. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais là, il me semble que c'est le scénariste et le réal d'Aladin qui va être repris pour les prochaines productions en 2D, quoi. Donc, non, moi je demande qu'à voir. Enfin, je pense que tout le monde ne demande qu'à voir. Mais bien sûr. Un peu de magie, quoi. C'est pas un Disney à l'ancienne s'il n'y a pas une scène traumatisante à un moment. Alors, exactement. Donc vraiment, je veux la scène traumatisante. Alors, Don Bluth, accrochez-vous les gars parce qu'il y a que des scènes traumatisantes. Déjà le pitch a l'air fou, donc. Mais alors franchement, moi c'est Charlie mon héros parce que c'est vraiment celui qui m'a marqué. Mais si j'ai un film à vous conseiller de Don Bluth, c'est Brisbane et les secrets de Nîmes. Ça c'est vraiment impressionnant. Voilà, c'est vraiment fou et je pense que c'est pour moi son film le plus impactant. Tu vois. Si on met de côté le succès d'Anastasia, qui est un film d'animation de fou. Jamais. Oui, moi personnellement, je connaissais juste Anastasia et Petit Pied. Petit Pied, ouais. La vallée des dinosaures. Ouais, ça m'avait marqué ce film. Petit Pied, tu chiales aussi. Oui. C'est triste au possible. Quand sa mère, elle lui dit non, continue de marcher. Moi, je m'arrête là, frère. Comment ça, tu t'arrêtes là? Je m'arrête là, gros. C'est fini. J'avais plus tendance à regarder Jurassic Park que ça, justement pour ça. Faut pas dire ça à Rémi, c'est le plus grand fan de Jurassic Park. Non, pas le plus grand. Il y a bien le deuxième plus grand. Alors. Mais je suis très très fan de Jurassic Park. Oui, non, moi j'étais fou des dinosaures. Il est très fan aussi de Jurassic Park. Je pense qu'il me bat, mais est-ce que t'as un classeur avec des cartes Jurassic Park dedans? Pas encore. Merde. Non, mais les films, j'ai tous revus quand j'étais petit. Alors juste, ça c'est vraiment de fan de JP à JP. On va le laisser entre eux. Non, mais très rapidement, pas de soucis. mais par curiosité, si on parle de la première trilogie, c'est lequel ton préféré? Moi, je pense que, quand j'étais petit, celui que j'ai regardé le plus, c'était le premier. Mais c'est vrai que le troisième, il y avait quelque chose. Oh putain, c'est ton meilleur ami. C'est bon, c'est ton meilleur ami. C'est ton meilleur ami. Ça y est. Les gars, je vous présente un vrai fan de Jurassic Park. Parce que les vrais fans de Jurassic Park, ils savent que le troisième, il est génial. Voilà. Incroyable. Merci. C'est ma grosse défense. Je l'attendais pas, tu vois, la réponse. Moi non plus, je suis trop content. Incroyable. Je suis très très content. Merci Ravia. Je partage. Les fans se reconnaissent entre eux. Et du coup, non mais attends, c'est important. C'est bien. Qu'est-ce que tu lui trouves de spécial au troisième? Mais est-ce que tu as vu, c'est des Spinosaurus? Oui. Voilà, des fous. Il est plus fort, plus grand, et il va sous l'eau. C'est vrai. On dirait une voiture. Et il a un Nokia dans le bide, et du coup, on le repère avec la sonnerie de Nokia, quoi. C'était la meilleure pub Nokia de 2001. C'est vrai, incroyable. Est-ce que Nokia avait besoin de ça en 2001? Enfin, Nokia, c'était le Apple de 2001, Nokia. Nokia Engage et tout, là où tu pouvais jouer aux jeux vidéo dessus. Gros bide, là, Engage. Mais je le voulais. Non, moi j'adore Jurassic Park 3 parce que du coup, en vieillissant, j'ai lu les bouquins et je me suis aperçu que le vrai Alan Grant,
il est dans Jurassic Park 3. Oui, c'est vrai. Et il est pas spécialement dans Jurassic Park 1. Dans le 1, t'as tout ce truc Spielbergien où il a voulu un peu changer les personnages pour créer des trucs beaucoup plus famille, on va dire. Et dans Jurassic Park 3, on retrouve le vrai Alan Grant qui en fait n'a aucun problème avec les enfants. Dans les bouquins, il a rien contre les gosses, alors que dans le 1, il faut que ce soit un peu le ronchon. Non, moi je veux pas de gosse. Mais du coup, il crée une relation avec le petit. Tout. Dans Jurassic Park 3... C'est du storytelling. Oui, Ne clairement. vous inquiétez pas, auditeurs et auditrices, Jurassic Park, ça reste dans le thème de ce podcast parce qu'il y a une série d'animation Tout à Jurassic fait, Park. tout à fait. Et je m'en fous, je le dis, mais un jour il y aura un épisode spécial Jurassic Park où je vais En parler vrai, de ça me va, j'adore tous Jurassic les Park. films Jurassic Park. Pendant 6 Et heures. Jurassic World. Version longue. venir à Cannes. Ah bah oui, vous êtes les bienvenus. Ok, les gars, on arrive gentiment au bout de ce podcast, mais avant de se quitter, avant de clore cet épisode, un dernier petit segment qui s'appelle le segment du dernier film qui, et là on va vous poser quelques questions, on essaie de répondre assez rapidement, c'est plus pour découvrir un petit peu votre culture cinéphile, et là vous n'êtes pas obligé de nous parler de films d'animation, on peut vraiment tout type de film. Du coup, le dernier film qui t'a fait rire, Axel. Le dernier film qui m'a fait rire. Axel ne rigole jamais, ok. Non, moi je suis un gars très sérieux. Jurassic Park. Non, vraiment des films genre long métrage, ça marche pas, c'est des séries ou des trucs. Non, si, tu peux y aller. Ok, tu peux y aller. j'ai recommencé Jojo Bizarre's Adventure Ok, en français. d'accord. C'est incroyable. Ok. Mais dans le bon sens ou dans le mauvais sens? J'aime bien quand c'est kitsch et que c'est un peu ridicule. Et Jojo, c'est un peu kitsch, un peu ridicule. Ouais. Et la VF rajoute une puissance humoristique incroyable. Ma copine veut absolument que je m'y mette et moi je me remets petit à petit aux animés comme je te dis, comme je vous ai dit, je m'y remets et là je suis dans ma période Dan Dadan. Normal. Mais je pense que Jojo arrive, il est en train de frapper à la porte là. Non, en fait, c'est assez compliqué. Enfin, tous les trucs cool de Jojo arrivent genre à la saison 3, étonnamment. C'est pas grave, je suis patient. Mais non, la VF rajoute une qualité. Enfin, en fait, je me tape des barres à chaque fois que j'entends le moindre mot qui dit. Ça n'a aucun sens, c'est trop drôle. Du coup, ouais, dernière barre que j'ai eue devant Jojo. Ok, et toi Javier, dernier film qui t'a fait rire? Moi, en fait, je regarde pas beaucoup de films de comédie. Moi, je suis vraiment très film d'horreur. Ça marche. Donc, je saurais pas trop quoi vous dire. Et t'as pas un film, genre je sais que par exemple l'année dernière il y a Terrifier qui a fait... incroyable. Je sais que par exemple tu vois l'année dernière il y a Terrifier 3 qui a fait rire beaucoup de gens. Ah oui, je veux regarder vraiment ce film. J'ai très envie. Mais c'est vrai que récemment, c'est pas un film qui de comédie spécialement, mais le dernier Final Destination. Ah oui, il y a quand même des trucs drôles. Enfin, je veux dire drôles. Est-ce que ça passe? Oui, ça passe. Franchement, ça passe. Je pense que c'est assumé dans le film. En vrai, même si c'est pas un film de comédie, mais que toi t'as rigolé, ça passe. Il y a des parties rigolotes. Ouais. Quand il meurt, c'est trop drôle. À l'inverse, le dernier film qui t'a fait pleurer, Axel. Émotion. Je pense Amélie la métaphysique des tubes. Ok. En fait, c'était très bien amené d'un point de vue scénar. Et j'étais dans une sorte de boulimie de vidéos d'Amélie Nothomb. Ok. Du coup, j'avais un peu le lore global autour du film. Et c'est vrai qu'à la fin, j'avais vu le reportage de elle retournant au Japon, disant au revoir à sa gouvernante, etc. Et c'est vrai que j'avais ça en tête en re-regardant le film et j'étais en mode ah ouais, c'est chaud. Okay. Du coup, ouais, Amélie, ouais. Ok. Tu nous redis le titre? Amélie et la métaphysique des tubes. Ok. Et toi, Javier, le dernier film qui t'a fait pleurer? Moi aussi, j'ai regardé Amélie récemment. Évidemment, c'était très émouvant. Arco aussi. Mais sinon, un film qui m'a fait beaucoup pleurer à l'époque, je sais pas trop vous dire pourquoi, mais c'était Les Enfants Loups. D'accord. Ah oui, Ame et Yuki. Oui, ça s'appelle comme ça? Ame et Yuki, Les Enfants Loups. Les Enfants Loups, oui. Ok. Je connais pas du tout. Le gars qui a fait le Garçon et la Bête, c'est des films d'animation qui sont vraiment très quali. Faudra que je le note alors. Ouais. Ok. Le dernier film qui vous a déçu? Qui m'a déçu. Là, la liste est longue. Ouh là là. Je pense Weapon en vrai. Ok. Ah, intéressant. Évanoui en français. Ouais, c'est ça. Et Weapon, ouais. Intéressant parce qu'il a cartonné, du coup, c'est cool de... En fait, étonnamment, j'aurais aussi pu dire que c'était un film qui m'a fait rire. Oui, je peux comprendre. Non, mais je peux comprendre. Mais est-ce que t'as été déçu parce que t'étais trop hypé avant le film ou... Non, même pas. Je trouve qu'il y avait une retombée qui... Enfin, en fait, étonnamment, tout ce qui était dit au début du film, j'étais en mode, si ça n'avait pas été dit, le film aurait pu être sympa. Ok. Mais je sais pas, il y a un truc
truc, en fait, je l'ai regardé, j'étais en mode ah, ok. D'accord. Et ça me saoule quand je regarde un film et que je suis un peu en mode Sans plus. ah, ok. Ouais, je comprends. Bon. Je comprends. Et toi, Ravia, dernier film qui t'a déçu? Moi, c'est pas un film, c'est une série. Ouais. Mais peut-être c'était parce que j'étais vraiment trop hypé par cette série, mais Alien Earth. Oh non. J'ai pas encore regardé. Pareil, j'ai pas encore regardé. J'ai hâte. Non, mais vraiment, prenez pas mes paroles. Non, mais Il est très fan d'Alien. Je suis insensible aux avis des autres, donc ça peut y aller. Non, je m'en bats les couilles de ton avis. Moi, je suis très sensible. C'est ça, non, mais le pire, c'est que j'ai trouvé vraiment des choses très bonnes, mais aussi des choses qui m'ont déçu un petit peu. Donc, vraiment, le goût final, c'était pas ce que je m'attendais, mais Ok. voilà. Et je pense que t'es un peu tombé dans le truc de, tu pensais que ça allait être une série, une saison. Oui, non, mais c'est ça, j'avais des expectatives. En mini-série. En fait, moi, j'ai vu le truc arriver, j'étais en mode, ah, Alien, ça revient, et c'est Disney, ils vont partir sur au moins 6 saisons, un truc comme ça. Oui, aussi, ok. ça laisse une fin un peu ouverte. Et c'est vrai que, Assez en fait, c'était fermable, en fait, c'était une histoire qui aurait pu être fermée à la fin de cette Mais série. c'est Disney. En fait, au fur et à mesure que les épisodes avançaient, ça se voyait qu'ils allaient être en mode, on va poser des plots, on va poser des trucs. Ça a duré 20 saisons cette histoire encore. Ouais, c'est ça, je suis en mode, c'est un investissement. The Walking Dead de retour. Ah ouais. Qui va être un peu complexe, ouais. Ok, le dernier film qui vous a réellement surpris? Qui m'a réellement surpris. Je pense que c'est entre Together et le dernier à 24 là. Ah, Together, j'ai trop envie de le voir. Je pense que ça se joue entre ces deux-là. Ok, Parce que j'avais aucune attente. d'accord. Et, Et toi, Ravia? C'est vrai que j'ai regardé beaucoup de films dernièrement. Je pense que Mystery in the High Desert, Ok. Ah, je connais pas. c'est un faux documentaire. Je pense que c'est un film d'il y a peut-être 10 ans, un truc comme ça. Et c'est un faux documentaire que ça parle d'une disparition d'un garçon dans le désert des États-Unis. Ok. Et ça a l'air très banal comme histoire, mais ça fait assez peur et c'est très intéressant. Et j'ai trouvé ça très surprenant. En vrai, est-ce que je peux changer ma réponse? Mais bien Oui. sûr. Alors c'est très rétroactif, je tiens à le préciser, mais en vrai la dernière fois que j'ai eu une véritable claque où je me suis vraiment dit mais qu'est-ce que je viens de voir, c'était The Substance. J'espérais qu'il le dise. Non, mais c'est la 3e fois qu'il arrive dans ce. Oui. Mais c'est quand fou. t'es revenu sur ta décision, je me suis dit, est-ce que c'est Substance? Ouais. Non, en vrai, non, parce qu'en réfléchissant bien, en fait, il y a tout. Enfin, en fait, vraiment, ce film, il y avait tout. Il y avait le côté cinématographique, la musique, les visuels, enfin tout. Vraiment, j'ai fini ce film-là, j'étais vraiment genre scotché. Ah, mais pour moi, c'est franchement peut-être la dernière décennie qui vient de passer, c'est ma plus grosse claque. Exactement. Ouais. Franchement, Mais il y avait, vraiment, genre, c'était. Et pareil, il y a un peu ce truc, genre, c'est bold et c'est genre un peu sans compromis, je trouve. Ouais. Et ça, c'est un truc auquel je suis assez sensible. Et c'est vrai que ça, vraiment, genre, j'étais. Ouais, vraiment, c'est rare que je me retrouve vraiment devant les crédits comme ça sans essayer de chercher quoi que ce soit. Mais j'étais en train de regarder les crédits, en train de me dire, mais en train d'essayer de processer le film. Ouais, qu'est-ce qui vient de se passer? En plus, ça va vraiment jusqu'au bout de ses idées. Ouais, tout complètement. ça. Ça, j'ai 100%. adoré, ouais. Ah, franchement, pour moi, c'est The Substance, un des derniers films où vraiment c'est ça le cinéma, tu vois. Ouais, genre c'est vraiment que avec des, comme tu dis, des partis pris radicaux, mais jusqu'au boutiste et vraiment ça. Complètement. Et tellement bien fini, tellement bien post-produit. Mais en fait, il y avait vraiment une volonté. On sent que, je pense qu'elle a dû s'en prendre plein la gueule. On a dû lui dire genre, mais ça marchera pas. C'est Ça, sûr. il faut changer. Ah, c'est ça, sûr, il faut c'est faire sûr. ceci, ça, il faut faire cela. Et on sent qu'elle était un peu en mode, vous avez pas la vision. Ouais, c'est clair. Et ça, je suis très fan de ça. Et du talent j'invite- français en plus. Oh, ouais. En Oui, plus. c'est vrai. Ouais, Et j'invite tout le monde à on va regarder aller le faire film. Il y a un petit making-of de 30 minutes sur YouTube. Ouais. Ah oui, oui. Tout à fait. Incroyable. Ouais. Et enfin, pour finir, le dernier film que vous garderez pour toujours s'il ne fallait n'en choisir qu'un seul. Oh là là. C'est- Vas-y, Kill Bill. Allez. Allez, Kill Bill. Attends, Kill Bill, les deux compiles ou les deux La les version qui va sortir là, parce qu'il y aura les deux parties. Allez, ça À marche. choisir. Sinon, à choisir la partie 1. Très très Ouais, je suis bon d'accord. choix. Bah oui, oui. J'allais vraiment dire le même film. Bah, c'est bien. Ouais, mais rapide. Je sais pas. Tu peux dire Kill Bill aussi, il n'y a pas de problème. Oui, c'est vrai que Kill Bill. Tu prends le en 2 fait, au pire. c'est En pas fait, grave. comme ça mélange vraiment le monde de l'animation, le côté très exagéré dans l'histoire et tout ça. Vraiment, c'est un film que je regarde à chaque fois et c'est comme si je regardais pour la première fois. Je sais pas, je me fatiguerai jamais de voir ce film. C'est vraiment un safe place total. Donc Entièrement d'accord. Très inquiétant en réalité. Hein. Oui. Ta safe play, c'est quoi Kill Bill? la vengeance. rappelle. Tarantino, ma bête noire du festival. Ouais. Non,
vraiment. Non, mais ça, je comprends. Je suis pas un grand fan incontestable de Tarantino, etc. Mais c'est vrai que Kill Bill, c'est une empreinte qui est indélébile. En fait, j'aime bien ce genre de film qui, quand tu les pitches, devraient pas exister. Oui, je suis assez d'accord, ouais. Et Kill Bill, pour moi, ça rentre un peu dans ce truc-là. T'es en mode, ouais, je veux faire ça. Et tu sais, t'imagines expliquer ça à quelqu'un et te dire, et ça marchera. Non, mais c'est juste qu'il il m'a jamais signé mon coffret collector Reservoir Dogs. Ça fait des années que j'essaye. Non, mais juste pour le lore, parce que Pierrick, c'est notre chasseur de tête. Est-ce que c'est ton némésis? C'est un peu ça. Hein. Ça commence à le devenir. Ouais. En fait, Pierrick arrive toujours à avoir la signature ou une photo avec des gens au Festival de Cannes, même des gens qui l'intéressent pas comme Hideo Kojima et que son meilleur pote rêverait d'avoir une photo avec Hideo Kojima, mais il va le faire juste. Je l'ai fait pour toi, ok? Non, tu l'as fait pour me foutre le seum. Dis la vérité maintenant. Non, en vrai, je n'aborde que les gens dont j'apprécie le travail. On va dire qu'il a même réussi à avoir son final boss. Il a eu George Lucas. Oui. Quand même. Mais incroyable. Il n'arrive pas à avoir Tarantino. Et pourtant, il a approché Tarantino plusieurs fois. Et plusieurs fois, Tarantino lui met des vestes. Il m'a dit, non, regarde un film. Moi, je pense sincèrement qu'il t'a reconnu maintenant, Tarantino. Tu crois? Il se dit, lui, non. Alors, on verra en mai prochain, s'il revient. Ou un truc comme ça. Hein. De quoi? Essaye avec une perruque ou un truc comme ça. Ah, une fausse moustache. Les lunettes avec le faux nez et la moustache. Exactement. Ça fait goût de Tarantino. Il y a peu de chance. Peut-être que si on fait un podcast fétichiste de pied, on a peut-être une chance d'avoir. Alors, voilà, il vient. Tu peux essayer avec une photo de pied à côté. Je voulais pas être le premier à. C'est bon. C'est bonne idée. Ok les amis, on est arrivé au bout de cet épisode. Axel Ravière, franchement merci. Merci beaucoup. Vous avez été des invités vraiment top. On a adoré échanger avec vous. Un dernier petit instant promo. Où est-ce qu'on peut vous retrouver votre taf? Ah non, c'est là où je dois dire mon pseudo horrible. Je l'ai fait, j'étais beaucoup trop jeune, alors voilà. Vous pouvez me retrouver absolument partout si vous tapez Axwell 2009. De toute façon, on le mettra dans la. Ouais, c'est terrible. Mais sinon, Axel Massa, vous me retrouvez sur Instagram, Twitter et j'essaie d'être partout, mais c'est très chiant. C'est compliqué d'être partout. Hein. Le plus non, Instagram, c'est Insta. Safe, donc Axel Massa sur Insta. Ouais, c'est ça. Et toi, Ravia? Moi, c'est peut-être encore plus compliqué, mais c'est Javi Naviles sur Instagram. Donc on laissera. On notera tout. Mais dans tous les cas, on mettra vos links sur le réel et sur la bio du. J'arrive plus à parler. Sur la bio de l'épisode. Merci beaucoup. Ok, toi Pierrot, comme d'hab. Pierrot Cinéma sur les réseaux. Je parle toujours de cinéma, tout ce qui me plaît là-dedans. Je fais même des petits jeux des fois. Et souvenez-vous, soutenez Jet Set Radio Heroes. Tout à fait. Ouais, le jeu aussi. Enfin vraiment, genre l'animation c'est cool, mais genre jouer au jeu parce que moi. Et pour ma part, vous pouvez me retrouver évidemment sur le Instagram du Podcaps, le Podcaps sur Instagram, et vous pouvez me retrouver en perso sur la page Movies MOUVIZ, où je parle d'anecdotes de cinéma et je fais des petits vlogs sur ce qu'on fait avec Capsule. Et évidemment, si l'épisode vous a plu, n'oubliez pas de nous mettre un petit 5 étoiles, un petit commentaire. Et de partager. Et de partager autour de vous, évidemment. Comme ça nous permettra d'avoir encore plus d'invités tout aussi cool que Ravière et Axel. Merci les gars. Merci à vous pour l'invitation en tout cas. Merci. Bisous tout le monde, on vous dit à dans 2 semaines. À dans 2 semaines. Ciao, ciao. Ciao. Un DVD, Pierrick et Rémi viennent tout décoder. 3 films, 3 mondes, 3 façons de raconter. Bienvenue dans le Podcaps, après ils vont t'expliquer. Podcaps, 3 films à regarder. Podcaps, faire décoder. Podcaps, le cinéma est partagé. Pierrick et Rémi pour t'expliquer. Podcaps, 3 films à regarder. Podcaps, faire décoder. Podcaps, le cinéma est partagé. Pierrick et Rémi pour t'expliquer. This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.